Bonjour, bienvenue sur Résumar. Ici, on te fait vite fait les résumés de tes séries préférées. Donc, abonne-toi, active la cloche de notification pour ne rien rater et partage la vidéo pour nous soutenir. Merci, ça nous fait plaisir. Let's go. L'épisode s'ouvre sur un décor brûlant du Moyen-Orient. Une unité d'élite de la CIA, spécialisée dans les opérations clandestines contre le terrorisme, est en pleine mission. L'agent Joe, une femme dure et expérimentée, supervise cette opération de haut niveau. Sa tâche, diriger un groupe d'agents féminins sous couverture dans des zones hostiles pour infiltrer les réseaux extrémistes. Mais cette fois, tout tourne mal. Une jeune agente infiltrée, sous couverture, est démasquée au cœur d'un camp ennemi. Piégée, isolée et en danger, elle tente désespérément d'échapper à ses ravisseurs. Joe, en communication radio avec elle, assiste impuissante à sa capture et à sa mort imminente. Cet échec tragique laisse Joe marqué, rongé par la culpabilité. Après cette scène dramatique, l'épisode nous plonge dans les coulisses du programme Lioness, une initiative top secrète de la CIA. Son objectif est simple mais dangereux, envoyer des femmes agents sous couverture dans des milieux proches de leaders terroristes afin de gagner leur confiance, puis les éliminer de l'intérieur. Joe, malgré sa frustration et la douleur du dernier échec, est déterminée à ne plus revivre ce genre de perte. Elle reçoit alors pour mission de trouver une nouvelle recrue pour remplacer l'agente tombée au combat. La rencontre avec Cruz Manuelos. C'est là que l'histoire de Cruz entre en scène. Une jeune femme forte, imprévisible, mais profondément marquée par la vie. Elle travaille comme serveuse dans un petit restaurant, dans un environnement toxique. Un jour, après avoir été frappée par son petit ami violent, elle se défend brutalement et s'enfuit. En fuite, elle est arrêtée par la police. Mais au lieu d'être envoyée en prison, elle est repérée par les Marines. On la place dans un centre d'accueil en attendant la résolution de son affaire avec son copain. Par après, elle part pour être testée en un premier temps pour voir si elle peut être admissible à l'armée. Elle prouve sa capacité. On découvre alors que Cruz possède un profil unique. Courage, rage maîtrisée, capacité à survivre dans l'adversité. Joe rentre chez elle après tout ce long moment passé au champ de bataille. Elle retrouve son mari et ses enfants. Sa fille aînée n'est pas trop contente de l'absence de leur mère. Elle exprime son mécontentement sans être trop ravie de la rentrée de sa maman. De ce côté, Cruz parle avec le supérieur. Celui-ci n'arrive pas à comprendre le fait que Cruz, avec toutes ses aptitudes dans les disciplines, n'a pas pu continuer ses études. Elle l'explique alors que sa mère est décédée et que son papa, elle ne l'a jamais connu. Elle entre donc dans les rangs de l'armée. Très vite, ses supérieurs remarquent son mental d'acier et ses aptitudes physiques. Joe suit de près son évolution. Elle la teste, la pousse dans ses retranchements, cherchant à voir si Cruz peut encaisser la pression et surtout garder le sang-froid dans des situations extrêmes. Joe veut être sûre qu'elle ne sélectionne pas juste une combattante, mais une actrice capable de mentir, d'infiltrer et de survivre. Cruz est ensuite mise à l'épreuve lors d'un exercice d'entraînement brutal, où elle doit se battre contre d'autres recrues. Elle s'impose avec détermination, ce qui confirme l'intuition de Joe. Elle est prête. Alors que Joe obtient l'approbation de ses supérieurs pour recruter Cruz dans le programme Lioness, elle sait que la prochaine mission sera capitale. Le groupe ciblé est dangereux, influent et très difficile à infiltrer. Le moindre faux pas pourrait coûter la vie à Cruz. Mais l'issue pourrait aussi sauver des centaines d'innocents. Joe prend le risque. Elle approche Cruz, lui explique la réalité du programme. Pas de médaille, pas de reconnaissance, juste de la solitude, du danger, et la nécessité de se fondre dans un monde où chaque regard peut être une menace. Cruz accepte. Elle veut se battre. Elle veut appartenir à quelque chose de plus grand que sa propre douleur. Après tous ces événements intenses, Lioness reprend sur un rythme plus intérieur, mais tout aussi tendu. L'épisode explore les conséquences psychologiques de la guerre secrète et les étapes de transformation de Cruz, la nouvelle recrue du programme. Cruz Manuelos, désormais engagée dans l'unité Lioness, commence à s'entraîner pour sa mission d'infiltration. Joe, toujours aussi exigeante, la pousse dans ses limites physiques et mentales. La jeune femme est désormais plongée dans un monde où il faut savoir dissimuler, manipuler et se fondre dans n'importe quel environnement. Joe lui explique clairement la mission. Infiltrer l'entourage d'Alia Amrohi, la fille d'un riche homme d'affaires libanais soupçonné de financer des groupes extrémistes. Cruz devra se rapprocher d'Alia, gagner sa confiance, intégrer son cercle personnel et attendre le bon moment. Mais pour cela, elle doit se transformer en une version d'elle-même qui n'existe pas encore, raffinée, éduquée, brillante et crédible dans les cercles de la haute société internationale. Une guerre silencieuse commence, celle de l'identité. Joe et son équipe façonnent Cruz comme une actrice d'élite.
On lui apprend à marcher, parler, réagir comme une femme issue d'un monde qu'elle ne connaît pas. Chaque détail compte. La manière de boire un café, la façon de parler d'art, la capacité à naviguer dans des conversations politiques sans se trahir. Mais cet entraînement va bien plus loin. On lui implante une fausse identité complète, un passé, une famille fictive, une scolarité prestigieuse. Cruz devient Nicole, une jeune entrepreneuse new-yorkaise, fille d'un diplomate. Elle doit tout retenir, tout jouer, sans jamais douter. Le titre de l'épisode, The Beating, prend tout son sens à mi-parcours. Lors d'une simulation d'interrogatoire et de capture, Cruz est brutalement testée par des agents de la CIA. Ligotée, battue, soumise à des intimidations, elle doit maintenir sa couverture sous la pression. C'est un test. Survivra-t-elle à la torture mentale et physique sans craquer, sans trahir? Cruz s'effondre brièvement, mais finit par se relever. Jo, en observatrice froide, voit en elle une future lionesse prête à être lâchée dans la gueule du loup. Mais cette séquence laisse aussi entrevoir une faille. Cruz est forte, mais pas invincible. Derrière ses muscles et sa rage se cache une femme encore marquée par les blessures de son passé. L'épisode alterne les scènes de tension et les moments d'intimité. On découvre un autre visage de Jo, celui d'une mère et épouse. Sa fille adolescente, Kate, est en pleine crise d'identité, en quête de repères, alors que sa mère est presque absente. Jo essaie maladroitement d'équilibrer sa vie de famille avec ses responsabilités à la CIA. Cette double vie devient de plus en plus pesante. Elle ment à son mari, à sa fille, chaque jour. Et dans ces silences, on ressent le poids de son rôle. Elle doit être forte, toujours, pour tout le monde. Vers la fin de l'épisode, Cruz commence à douter. Elle interroge Jo. Pourquoi fait-elle ça? Pour qui? Et à quel prix? Jo ne donne pas de réponse claire. Elle se contente de lui dire « Tu ne sauves pas toujours le monde. Parfois tu empêches qu'il brûle. » Cette phrase résonne en Cruz, mais laisse une tension en suspens. Elle comprend qu'elle est une pièce sur un échiquier bien plus vaste et que sa vie peut être sacrifiée à tout moment pour la mission. L'épisode se termine sur une séquence sobre mais puissante. Cruz, désormais transformée en Nicole, embarque dans un avion pour Dubaï. Elle est sur le point de rencontrer Alia Amrohi, sa cible. Le piège est en place, la couverture est prête, mais tout peut encore basculer. Jo, de retour au QG, observe les premières images satellites et les enregistrements audio. Elle est nerveuse, mais concentrée. Le jeu commence, et cette fois, aucune erreur n'est permise. Cruz, conduisant en direction de la baie de Chesapeake, reçoit en temps réel les instructions de Jo, qui la prépare à intégrer le cercle d'Alia sans éveiller de soupçons. Elle jette son téléphone dans l'eau pour éviter toute trace. Elle est informée que sa voiture sera piégée, qu'un tracker et un microphone y seront plaqués. Elle doit répondre aux questions en posant des questions. Arrivée au domaine sécurisé, les plaques et le visage de Cruz sont vérifiés. Elle est escortée au bord de la piscine où l'attendent Alia, puis les amis Nala, Malika, Nashwa et les hommes Sami, Kamal, ainsi que Ehsan, fiancé d'Alia. Les relations entre ces amis sont complexes. Rivalité, ex-petits amis embrouille, dynamique fragile. Cruz enfreint la tenue de bain attendue, une pièce alors que les autres portent des bikinis. Cela dévoile des ecchymoses importantes, résultant de l'entraînement intensif approuvé par Jo. Elle découvre que Cruz a des blessures sur le corps. Cruz la fait comprendre que c'est dû à son accident de voiture. Alia appelle un médecin. Celui-ci suspecte un abus domestique et menace de signaler la situation, ce qui pourrait compromettre l'opération. Cruz improvise un récit, un petit ami violent récemment arrêté en Caroline du Nord, en expliquant qu'elle construit une nouvelle vie sans lui. Le médecin est convaincu et ne parle pas. À Washington, D.C., Jo rencontre Caitlin Meade pour discuter de Cruz, d'Alia et de leurs liens surprenants avec l'industrie pétrolière US via Qudra Petrol, société liée à l'OPEP, et se demande si l'invitation à l'opération n'est pas un piège. En sortant, Kyle, un agent de Jo, lui demande d'emprunter 3 membres de son équipe pour une extraction hors cadre d'un prisonnier à Van Horn, Texas. Malgré ses réticences, Jo accepte avec promesse de remboursement en 48 heures. De retour chez elle, Jo surprend sa fille Kate dans un comportement intime avec son petit ami, ce qui déclenche une confrontation parentale classique. Son mari Neil tente de calmer le jeu avec humour, mais aussi peine à gérer l'éloignement de Jo. L'équipe sélectionnée, Two Cups, Tucker, Randy, se rend au Texas avec Kyle. Ils interceptent une voiture qui suit la camionnette prison. Utilisation d'un EMP, collision spectaculaire, extraction du prisonnier, changement de véhicule et destruction de preuves. Un autre véhicule suit, mais est éliminé par tir. Les agents sont conscients du risque politique exposé, mais Kyle assure que l'administration étouffera toute histoire éventuelle. Le lendemain,
Sammy est exclu du groupe après sa tentative maladroite envers Cruz. Aaliyah annonce un déplacement surprise pour le groupe, probablement en jet privé. Cruz, avec sang-froid, demande innocemment à connaître le numéro d'immatriculation de l'avion. Joe l'entend via micro et envoie un appareil pour suivre le vol. Cruz est désormais complètement isolé dans le milieu d'Aaliyah. Abonne-toi pour la suite. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Merci, à la prochaine. L'épisode commence à East Hampton, Long Island, où Cruz passe du temps avec Aaliyah et son entourage, fiancés, amis, surveillants, sous l'œil attentif du team Lioness, posté sur une yacht en mer pour assurer la surveillance discrète. Lors d'une baignade avec Cruz, Aaliyah confie qu'elle ne souhaite pas se marier, malgré l'union arrangée avec Ehsan al-Rashdi, un membre de la famille royale saoudienne. Joe et son équipe soupçonnent que ce mariage sert un but logistique ou politique plus complexe, compte tenu du profil d'Aaliyah. De retour à bord du yacht, Joe reçoit un appel de Kyle concernant l'extraction non autorisée effectuée par son équipe au Texas. Le média Border Patrol a filmé l'opération, exposant les agents, et Kyle est forcé d'avouer que Joe a prêté son équipe à cette mission. Caitlin Meade et Byron Westfield interrogent Kyle à Langley. Confronté aux preuves visuelles, il admet l'usage de l'équipe Lioness et évite la sanction en promettant que son informateur livrera 5 membres d'Al-Qaïda exploitables. Caitlin convoque Joe pour discuter des retombées, et son implication dans l'affaire est maintenant sous surveillance. Pendant ce temps, à Virginia, la fille de Joe, Kate, est victime d'un grave accident de voiture. Elle se trouve à l'hôpital de son père, Neil, où l'on détecte une fracture du fémur et plusieurs vertèbres brisées. 2 amies étaient avec elle. Une est décédée, l'autre hospitalisée en urgence. Moment encore plus bouleversant. Kate, âgée de 14 ans, est enceinte. Le médecin évoque la possibilité d'une interruption médicale du fait des risques liés au traumatisme et à l'anesthésie prévue le lendemain. Neil appelle Joe, qui promet d'être présente dès que possible, soulignant la question douloureuse du choix entre mission et famille. Nuit au club, Cruz enlevé, Joe en première ligne. Le soir, Cruz et l'équipe assistent à une soirée en club à New York avec le groupe d'Aaliyah. Joe entre elle-même dans le club pour surveiller Cruz, qui risque de perdre son repère en l'absence de soutien visuel depuis l'extérieur. Pendant que Joe reçoit la nouvelle de l'accident et de la grossesse de Kate, Cruz se laisse aborder par un client. Polo l'invite à danser, boit un verre qu'il a truqué, devient légère et est kidnappée hors de la lumière. Des combats éclatent sur la piste. Aaliyah et sa sécurité sont évacués et Joe perd Cruz du regard. Utilisant la géolocalisation, l'équipe la retrouve dans les bois, juste avant que son ravisseur n'agisse. Joe intervient, neutralise l'homme avec violence verbale et physique, lui prenant ID et ADN, menaçant une vengeance si jamais il parlait. Cruz est ramené saine mais secoué à la safe house, valse des responsabilités, confiance remise en question. Sur place, Caitlin Meade remet en doute la capacité de Cruz à mener l'opération, soulignant son manque de jugement au club. Joe défend Cruz. Elle est actuellement la seule source d'information en contact direct avec Aaliyah. Cruz révèle que le mariage d'Aaliyah est prévu à Dubaï, ce qui ouvre une opportunité d'infiltrer l'événement et d'identifier le véritable cible, le père d'Aaliyah, financeur terroriste présumé. De plus, le corps de Kate a rejeté la grossesse, ce qui soulage partiellement la situation. Joe obtient 2 heures avec Kate avant de devoir repartir et partage une discussion émotive où elle s'excuse pour son absence. Kate lui avoue qu'elle ne la hait pas, mais qu'elle lui manque. Joe lui raconte notamment qu'elle aussi a eu une grossesse non planifiée au début de son mariage avec Neil, montrant ainsi la complexité de son propre parcours personnel. De retour à Langley, Cruz se rend à East Hampton, Long Island, pour rejoindre Aaliyah, qui lui a réservé une surprise, un spa privatif dans sa résidence. Pendant le trajet, Joe l'appelle pour la prévenir que Aaliyah l'attend seule. Elle lui conseille de tout dire, les événements réels, mais en changeant les noms et lieux pour ne pas être prise en défaut 10 jours plus tard. Joe lui recommande aussi de répondre aux questions par des questions, puis écouter attentivement. Pendant le spa, Aaliyah découvre que c'est la première fois de sa vie que Cruz reçoit un soin hôtelier, une expérience luxueuse qu'Aaliyah rend mémorable. Au cours de la séance, Aaliyah aborde le passé de Cruz, ses ecchymoses, et la version qu'elle lui donne, celle d'un petit ami violent, l'amène à promettre de ne plus jamais mentir si elles doivent devenir amies. Cruz nomme Aaliyah comme sa seule vraie amie, et les deux partageant un moment émotionnel profond, décident d'une cinéma-party nocturne avec film d'horreur puis The Notebook, qui la fait pleurer. L'équipe de surveillance, Bobby, Two Cups, Randy, Tex, Tucker, basée discrètement dans une maison proche, entend un bruit de vitre brisée. Armés, ils neutralisent 3 jeunes cambrioleurs sous couverture.
L'incident expose la vulnérabilité de la mission, mais est jugé mineur. Pour gérer les retombées, Jo fait appel à Kyle, à qui elle rappelle la faveur due. Il se rend à la safe house, ligote les intrus, prélève de l'ADN, leur donne 10 000 $ chacun et les avertit de se taire sous peine de graves conséquences. Jo, Caitlin, Byron et Kyle sont finalement convoqués pour un débriefing au niveau du secrétariat d'État en présence d'Edwin Mullins, Morgan Freeman, du chef d'état-major de l'armée et du conseiller national. Le sujet est les missions non autorisées menées sur sol américain. Extraction à la frontière, élimination à San Antonio. Kyle défend l'opération comme nécessaire, mais les autorités contestent, notamment l'absence d'autorisation et le risque pour la présidente. Le panel décide de prendre le contrôle direct de l'opération dite Yellow Jacket, code Mabel, avec supervision depuis la Situation Room de la Maison-Blanche, ce qui retire à Byron et Caitlin leur autorité directe sur le terrain. Jo confesse qu'elle serait prête à sacrifier Cruz si cela assurait le succès de la mission, selon l'expression Casualty of the Situation. Le lendemain matin, Alia apprend que son mariage sera célébré à Majorque, Espagne. Enflammée d'excitation, elle embrasse Cruz. Cruz hésite, ressentirait peut-être quelque chose de puissant, réciproque, mais se retire, consciente du risque colossal que cela représente émotionnellement et pour la mission. Un baiser qui franchit les frontières entre espionnage et sentiments réels. Jo rentre chez elle, trouve Neil qui prépare la maison pour le retour de Kate. Ils discutent ensemble de l'avenir et expriment la volonté de reconstruire leur couple sur des bases plus honnêtes. On suggère une stabilisation émotionnelle dans la cellule familiale, malgré les tensions personnelles accumulées par les événements récents. L'épisode débute dans les bureaux de la CIA à Langley, où Jo, Caitlin Meade et Byron Westfield sont en pleine coordination afin d'organiser le repérage du mariage en Majorque. Ils doivent agir en toute discrétion pour éviter que l'opération soit soumise au protocole dévoilant leur implication auprès de l'administration américaine ou des autorités espagnoles. Bobby's alerte Jo que Cruz et le groupe escortant Alia ont quitté les Hamptons pour New York. Jo ordonne le retour de Cruz à la base, puis contacte Kyle, qu'elle relance pour qu'il suive discrètement Cruz à distance. Alia et Cruz se rendent dans une boutique de luxe de Manhattan, où la boutique est fermée spécialement pour elles. Elles dégustent du champagne, essaient des vêtements et discutent de l'importance du mariage arrangé dans le contexte des familles influentes du pétrole. Une tension romantique monte lorsque Alia aborde directement le baiser du matin. Elles se rendent dans une chambre d'hôtel privée où elles passent du temps intime ensemble, consommant leur attirance l'une pour l'autre. Kyle transmet à Jo depuis l'hôtel que Cruz et Alia ont eu des relations sexuelles. Ce développement alarmant suggère que Cruz pourrait être compromise émotionnellement. Cruz envoie un message à Jo, confuse et culpabilisée, puis se retire. Jo décide alors de se rendre à New York pour remettre Cruz sur le bon chemin. Lors d'un entretien privé, Jo recadre Cruz, l'exhortant à rappeler pourquoi elle s'est engagée. La mission est plus grande qu'elle, et la cible, le père d'Alia, est un financier majeur des conflits globaux post-11 septembre. Elle l'encourage à choisir entre loyauté et émotion. Jo souligne que le mariage de Cruz ne peut être vu comme un coup de cœur. Il s'agit d'un outil d'infiltration, et il n'y a que deux issues, succès ou échec. Cruz se confronte à un dilemme émotionnel intense. Elle se rend compte qu'elle éprouve des sentiments véritables pour Alia, qui met de sa couverture et la mission en péril. Elle pleure et se retire. Jo la ramène à l'ordre en lui rappelant la gravité stratégique de la mission. « Have you ever been in a battle you didn't think you'd survive ?» Elle compare l'engagement militaire à cet affrontement émotionnel intérieur. L'épisode commence à l'aéroport international de Barcelone, où Jo équipe Cruz de 2 balises cachées, bracelets et colliers, pour assurer son extraction d'urgence depuis l'extérieur de la zone sécurisée. Kyle accompagne Cruz discrètement jusqu'à ce qu'elle soit prise en charge par la sécurité d'Alia à Majorque, lieu du mariage. À la Situation Room, Byron Westfield est confronté par le secrétaire d'État Edwin Mullins et d'autres hauts responsables pour avoir lancé l'opération sans leur autorisation préalable. Mullins s'inquiète des conséquences géopolitiques de la neutralisation du financier terroriste Asmar Ali Amrohi, majeur exportateur de pétrole vers la Russie et la Chine. Une opération pourrait faire chuter les marchés pétroliers et déclencher des tensions internationales. Il est évoqué la possibilité de rappeler le président d'Europe si la situation dégénère. Toutefois, Byron argue que si Cruz tue l'objectif elle-même, l'opération ne pourra pas être liée officiellement à la CIA, offrant une couverture plausible. Cruz arrive à Majorque, où Ehsan, fiancé d'Alia, l'accueille et l'interroge violemment au sujet de son passé avec Alia, la gifle et lui demande de partir après le mariage.
Malgré la tension, Cruz obtient l'autorisation de rester pour la soirée, Aaliyah ayant insisté pour que la cérémonie se déroule comme prévu. Cruz passe un moment doux et intime avec Aaliyah dans ses quartiers, partageant leurs peurs et regrets à l'approche du mariage. Cette nuit provoque une tension émotionnelle forte pour les deux. Cruz se rend dans la cuisine pour prendre de l'eau et tenter de retrouver son sang-froid. Là, elle tombe face à Asmar Ali Amrohi, le principal objectif de la mission. Ehsan surgit soudainement, ayant identifié Cruz via reconnaissance faciale. Reconnaissance de sa vraie identité confirmée, il la dénonce à Amrohi et menace de la jeter à la mer si elle continue, mais son visage est déjà compromis. Cruz réagit immédiatement. Elle poignarde d'abord Ehsan, puis attaque Amrohi à plusieurs reprises, lui tranchant la gorge. Elle active aussitôt la balise d'extraction. Des gardes ouvrent le feu sur Cruz, qui court vers l'eau malgré une blessure mineure. Elle se retrouve acculée face aux tireurs. Mais l'équipe QRF de Joe intervient à temps, élimine les menaces et extrait Cruz vers le yacht. À bord, Caitlin informe Byron et la Maison-Blanche que Cruz a accompli la mission. L'administration réagit avec colère, affirmant que cette action pourrait compromettre la diplomatie et déstabiliser le marché pétrolier. Cruz confronte Joe. Elle l'accuse d'avoir créé un monstre en elle. Elle décrète qu'elle démissionne du programme et refuse d'en faire partie davantage. Joe est visiblement vide et secouée après l'échec de la mission précédente au bord de la frontière, où elle a enfreint les protocoles pour placer un traceur sur une fillette enlevée. Cette dernière meurt dans un attentat suicide, un échec tragique que Joe peine à digérer. Face à la pression des médias et au risque pour les agents infiltrés, elle ordonne de ne faire aucune déclaration publique. Bobby, épuisée, tente de la rassurer, mais la culpabilité persiste. Josefina et Cruz parlent de leur papa. Cruz fait comprendre à Josefina qu'elle n'a jamais connu son père, mais elle a eu un beau-père super cool comme un grand frère, mais il est décédé dans une bataille. Josefina, est face à son père Pablo, désormais sous surveillance. Pablo lui demande qui est Cruz pour elle, sa copine. Un nouvel amour, mais tu lui tiens pas la main, tu la regardes pas dans les yeux. Elle ne te regarde pas des ennuis. Elle lui révèle que la CIA sait tout sur ses liens familiaux, y compris avec son oncle, le chef du réseau. Pablo perd son sang-froid, gifle Josie et menace de violence verbale. Cruz intervient pour maîtriser Pablo et lui donne un ultimatum. Soit il coopère, fournir l'identité d'un acteur étranger infiltré, soit il est arrêté. Une option de protection pour témoin lui est proposée. En ce moment, l'équipe de surveillance de Cruz élimine les gardes de Pablo. L'équipe vient après pour réconforter Cruz et Josefina. Une révélation secoue tout. L'agent spécial Gutiérrez du DEA pourrait être une taupe. Deux cops découvrent qu'une femme de ménage dans le domaine Carillo porte un micro. Joe comprend alors que Gutiérrez n'a pas partagé des informations cruciales. Direct téléphone, Joe apprend qu'elle a été touchée dans l'abdomen pendant l'assaut. La balle est restée à l'intérieur, touchant le foie. Elle informe Caitlin qu'elle a besoin d'une évacuation médicale d'urgence. Le copilote improvise une décompression thoracique pour tenter de la sauver, tandis qu'elle appelle Caitlin pour organiser une intervention chirurgicale urgente à l'arrivée de l'appareil. Elle apprend aussi que Gutiérrez est une taupe. Son avion est redirigé vers une base militaire. Avant de perdre conscience, elle appelle Neil pour lui demander de s'occuper des filles, exprimant qu'elle ne sait pas si elle survivra. Elle s'effondre peu après. Sous prétexte de retourner au QG, Kyle dit à Gutiérrez que certains supérieurs viendront et il va parler avec eux. Il voulait refuser, mais sous pression de Kyle, il finit par accepter. L'équipe embarque Gutiérez. En chemin, il se fait malmener par l'équipe dans la voiture. De leur côté, Caitlin et Joe sont convoqués à la Maison-Blanche pour une session de crise avec des hauts responsables, dont le secrétaire d'État Mullins, Morgan Freeman. Elles doivent justifier la mission ratée et le manque de coordination interagence. Le Sénat reproche à l'équipe d'être allée trop loin sans autorisation. Byron plaide que l'opération aurait sauvé des vies, bien que non officielle, sans laisser de traces. Le président Mullins se retire pour donner un effet de déni plausible au bureau de crise. Byron, Caitlin et Mason élaborent un nouveau plan. Au lieu d'infiltration passive, une opération ciblée pour tuer Alvaro Carrillo, l'oncle de Josie, est décidée. L'idée, éliminer également Pablo et Gutiérez une fois la mission terminée. Il s'agit d'un plan non autorisé officiellement, mais tacitement validé, une forme de Black Op, déguisé. Caitlin prend le leadership et arbore la ligne dure au sein du QRF. Le code de trahison 2381 est évoqué contre Gutiérez. Dissimulation volontaire des liens cartel-CIA est assimilée à une aide à l'ennemi. Kyle l'informe que son dossier est propre, absence de lien direct avec Carrillo. Malgré cela, une séance d'interrogatoire intense s'engage.
Caitlin menace sa famille pour obtenir des réponses. Gutiérrez soutient cependant qu'il a opéré seul, sans journaux d'activité ni traces, pour ne pas révéler l'informante. Un test polygraphique est ordonné. S'il échoue, l'ultimatum est explicite. Dump him in the river. Caitlin fait comprendre aux autres que Joe a pris une balle. La maman de Josefina se fait arrêter pour être amenée rejoindre son homme. Edwin Mullins rend visite à Byron chez lui, dans un cadre inhabituel pour des discussions top secrètes. Mullins livre un discours philosophique. Les États-Unis sont divisés, plus vulnérables qu'ils ne l'ont jamais été. Il lui parle de la géopolitique, du 11 septembre, etc. Il exige que l'Amérique passe à l'offensive pour rappeler au monde qu'elle n'est pas une puissance affaiblie. Joe sort du coma, encore gravement affaiblie. Malgré les objections de son mari Neil à cause des risques, elle insiste pour ne pas se reposer. Incapable de s'abandonner après les événements traumatisants qu'elle a vécus à la frontière. Leur relation atteint un point de rupture. Neil lui propose de choisir entre leur mariage ou sa mission, et Joe réplique froidement, lui affirmant qu'il doit devenir plus fort ou partir. Byron, sans feu vert officiel, prépare une mission à haut risque, viser 2 scientifiques chinois transportés via la Turquie vers l'Iran afin de frapper symboliquement fort. Il propose à Joe de rester en retrait en tant que conseillère, et non plus sur le terrain. Gutiérrez, l'agent de la DEA, suspecté de trahison, subit un interrogatoire musclé. Polygraphe, intimidation, médicaments. Il finit par avouer avoir tué un agent de la DEA corrompu qui voulait soudoyer son silence. Malgré tout, le polygraphe confirme sa loyauté et Caitlin l'intègre finalement à l'équipe comme atout, reconnaissant son sens idéaliste du devoir. Kyle, en avion avec le père de Josefina, lui demande pourquoi il n'a pas demandé d'explication depuis tout ce temps. Ils descendent et prend une vidéo. Le papa de Josefina cagoulé. Cruz et Josefina, Josie, épuisés par la mission et les traumas, cherchent une parenthèse humaine. Josie initie une approche romantique, suggérant qu'ils pourraient être mutuellement une cure, une échappatoire aux horreurs qu'ils vivent. Ils sont interrompus par leurs collègues qui viennent de débarquer. Caitlin rend visite à Joe à l'hôpital et l'explique qu'ils ont échoué sur tous les plans, qu'ils ont échoué la mission. Joe voulait lui faire comprendre qu'aider les enfants était plus important, mais Caitlin lui fait comprendre qu'éradiquer le réseau de trafic ou les cartels était la mission. Caitlin dit à Joe qu'il faut trouver une solution pour étouffer vite l'affaire, que c'est plus important de se prendre la tête. La nuit, Josefina et Cruz se retrouvent dans le même lit. Josefina a demandé à Cruz si elle veut qu'elle dorme par terre, mais Cruz lui a dit de venir sur le lit. Josefina se culpabilise qu'à cause d'elle, la mission était finie. Cruz la réconforte et lui dit « c'est plutôt à cause de sa faute qu'elle n'aurait pas dû intervenir, qu'elle aurait dû laisser faire pour voir si son papa aurait pu reprendre le contrôle. » Neil va prendre sa femme et il rentre à la maison. Ses enfants l'embrassent avec enthousiasme malgré tout ce qu'elle a pu supporter pour ne pas succomber. Neil donne des dernières indications à sa femme de ne pas monter les escaliers, selon ce que le docteur a dit. Neil, très inquiet pour sa femme, la supplie de ne pas monter les escaliers, mais elle a fini par monter. Une voiture vient de garer. Neil informe Joe et veut savoir ce qui se passe. Joe essaie de l'expliquer la situation qu'elle a vécue avec la perte de la petite fille à qui elle avait mis le bracelet traceur, en faisant allusion à leur propre fille. Neil n'a plus de force pour la retenir, il comprend qu'elle est déterminée plus que jamais. Joe arrive dans la salle de l'opération. Une dame leur présente les cibles, leur identité et leur origine. Chacun demande sa question et apporte leurs suggestions. Joe demande à savoir qu'elle pensait que c'était l'opération à la frontière dont il se prépare. Byron lui fait comprendre que c'est bien cela, mais qu'il y a des individus chinois à la base de l'explosion qui a eu lieu. Joe réplique en disant qu'elle a dit asiatique mais pas chinois, ces individus qui ont déclenché l'explosion. Byron lui demande s'ils ont des soucis particuliers avec les migrants d'origine japonaise ou coréenne. Joe répond « non pas du tout » et qu'elle ne comprend pas la mission. Byron lui répond alors que la mission c'est pour montrer à l'Iran, la Chine que les États-Unis ne sont pas les seules nations aux frontières poreuses. Ils mettent en place les tactiques pour la mission et que la mission se termine en beauté, que les cibles soient éliminées. Ils veulent que Joe n'aille pas à la mission, mais elle refuse en disant qu'elle ne veut pas partir sous une défaite. Qu'elle a besoin, Byron lui dit d'observer et aviser c'est tout, avec une menace bien plus que réelle. Joe accepte. Cruz et Josefina passent un moment intime. Elles se caressent et s'embrassent avant que le téléphone ne sonne. Ils se préparent pour la mission. Ils montent en avion. Josefina qui essaie de demander à Joe quel serait son rôle. Le lendemain, Joe téléphone à Neil depuis le tarmac. Leur échange est chargé d'émotions. Neil lui demande ce qu'il racontera aux filles si elle ne revient pas. Joe répond qu'il pourra dire ce qu'il veut. Neil, furieux, raccroche. Joe monte à bord de l'avion qui emporte l'équipe vers l'Irak et l'Iran ensuite, seul, tandis que sa vie personnelle est en suspens et que sa détermination à mener la mission l'emporte surtout.
L'équipe lyonnaise se regroupant au poste avancé situé à la convergence des frontières de la Turquie, l'Irak et l'Iran, où ils se préparent pour leur dernière mission, nommée Opération Skyhawk. Joe et son équipe s'équipent dans un climat tendu, consciente de la fragilité de leur position si les choses tournent mal. Il manque un agent pour prendre le lance-roquettes. Bobby demande s'il y en a quelqu'un pour le prendre, mais personne ne se prononce. Joe décide alors de s'en occuper, mais Bobby l'interdit en lui disant qu'elle est là pour observer et aviser. Joe lui répond que si c'est comme ça, tout le monde sur le pont. Finalement, Bobby décide de le prendre, mais Joe lui dit de lui remettre. Bobby lui répond en disant qu'elle surveille l'équipe et lui les armes. Bobby finit par le prendre. La dame chargée de donner des indications donne des informations très importantes aux soldats avant qu'ils ne vont à l'assaut. Elle essaye de tout les expliquer et comment ils pourront faire pour pouvoir réussir cette mission. Chacun essaye de demander une question avant que la séance d'information ne se termine. Pendant ce temps, à San José, Costa Rica, les agents de la CIA Caitlin Meade et Byron Westfield rencontrent Pablo Carrillo, membre influent du cartel Los Tigres et frère du chef Alvaro. Il lui fait comprendre qu'ils ont gelé tous ses comptes bancaires. Pablo leur dit que c'est illégal, qu'il n'a pas été inculpé. Caitlin lui dit qu'ils n'ont pas besoin d'inculpation ni de mandat, il nous faut seulement l'accord du Congrès pour agir contre les organisations terroristes recensées, et depuis le 22 octobre dernier, votre organisation est répertoriée, dit Caitlin à Pablo. Pablo dit qu'ils n'ont aucune preuve. Byron lui répond pas besoin de preuves non plus. À chaque problème, sa solution, dit Byron à Pablo, en lui demandant qu'ils peuvent compter sur lui. Pablo dit oui. Il lui propose un marché glaçant, remplacer son frère à la tête du cartel, tout en coopérant avec la CIA. Il lui assure une protection et liberté pour sa famille contre son allégeance. Pablo, qui va appeler son frère pour lui donner un rendez-vous, demande à Caitlin qu'il lui dit qui ils sont. Caitlin lui dit qu'il sait déjà qui ils sont et qu'il n'y a pas de confiance sans vérité. Pablo appelle son frère. Ils discutent. Sous la pression, Pablo accepte, puis, dans un acte brutal, il assassine Alvaro, concrétisant ainsi la prise de pouvoir tout en scellant l'alliance avec les États-Unis. Byron, ébranlé, vomit dans l'avion de retour, l'image symbolique d'un homme pris de remords face à ses propres actions. Morgan Freeman reçoit les autres congressistes et ils s'échangent sur l'opération. Morgan les explique et les montre les images et vidéos satellites. De retour au front, l'opération commence. Cody et l'équipe QRF localisent visuellement les deux scientifiques nucléaires chinois, ciblant le convoi. Joe, malgré ses blessures persistantes, se prépare à intervenir si nécessaire. Le chasseur, piloté par Josie, est équipé d'un tir de couverture assuré par Cruz. Les agents de l'équipe de Joe observent des véhicules du camp adverse qui quittent leur site. Ils informent les autres coéquipiers. C'est parti, Cruz dit à Josie dans l'hélicoptère et les tirs pleuvent. Mais l'hélicoptère est abattu par un tank ennemi, provoquant un crash brutal dont Josie et Cruz s'extirpent difficilement. Joe, qui se prépare et dit aux autres agents que l'hélico est à terre, il se précipite pour aller à la rescousse. Une partie de l'équipe essaye de neutraliser les ennemis. Joe, avec ses hommes, se précipite vers le site du crash dans des véhicules blindés. Caitlin, Byron, Pablo et Kyle viennent de descendre au Mexique et ils prennent des voitures pour se rendre chez le frère de Pablo. Arrivés à la porte de la maison, ils se font descendre et se fait fouiller. Ils finissent par rentrer malgré tout. Pablo rencontre son frère et l'assassine sous les yeux de Byron, Caitlin, Kyle et tout le reste. Après cela, Byron et Caitlin repartent dans l'avion, Byron qui vomit, Caitlin lui dit c'est difficile sur le terrain. Lui, il lui dit que c'est pas ça qui lui rend malade, mais plutôt le fait que ça ne changera rien. Josie, gravement blessée à la jambe, devient quasiment immobile. Joe apprend par téléphone que les véhicules ennemis arrivent sur eux vers le site de l'accident, ce qui veut dire qu'ils doivent retourner à la base. Bobby lui demande qu'ils doivent faire demi-tour, les renforts arrivent dans 19 minutes. Bobby dit à Joe qu'elle ne croit pas qu'on va arriver. Joe lui dit « Notre boulot, c'est pas de réussir, mais fais le maximum. » Bobby répond « C'est toi la patronne. On fait ce que tu dis. » Un face-à-face qui se présente. Chaque camp tire et fait de son maximum pour s'en sortir. Malgré le soutien de snipers tels que Cody, l'équipe se retrouve encerclée dans un guet-apens. L'ennemi foisonne. Les convoyeurs s'amassent autour d'eux. Ils se replient sur le lieu du crash par la couverture de leur sniper. Joe qui vient chercher Cruz et Josie, mais elle ne les voit pas. Juste avant d'observer Cruz, elle va les voir. C'est grave demande, telle. Cruz dit « Elle ne marchera plus aujourd'hui. » « Merde, c'est pas le moment, dit Joe. L'équipe se retrouve encerclée dans un guet-apens. L'ennemi s'approche plus nombreux. Joe, inquiet, demande que l'appui aérien arrive. Quand? Dans le bureau, tout le monde s'inquiète. La dame du bureau demande à ce qu'on appelle le président vu que la mission est en train de tourner au fiasco. Morgan accepte qu'ils appellent le président. Joe va finalement laisser Josefina qui est blessée et incapable de marcher parce que l'ennemi s'approche plus vite et en grand nombre, triste sort.
Alors que tout semblait perdu, le soutien aérien, Close Air Support, arrive en toute dernière minute. Il élimine les ennemis, le renfort terrestre est arrivé pour les aider, ouvrant la voie à l'exfiltration de l'équipe. La mission est sauvée, du moins sur le plan tactique, mais les agents sont grièvement éprouvés. L'équipe revient au camp, bousillée, épuisée et traumatisée, mais vivante. Jo, choquée, semble renouer avec sa fragilité humaine. Elle regarde ses troupes avec compassion et pleure, réalisant à quel point son engagement aurait pu tout emporter, y compris son foyer. Tout le monde est sauvé, y compris Josie. La saison se conclut sur une note à la fois tendre et ambiguë. De retour chez elle, Neil, le mari de Jo, l'attend sur le porche. Il lui confie, avec émotion, son incertitude. « Je ne savais pas si tu allais revenir. » Jo lui répond. « Je ne savais pas si la porte me sera ouverte. » Puis Neil la rassure, en lui assurant qu'elle aura toujours une famille à laquelle revenir, et la porte lui sera toujours ouverte.